Bonjour, bienvenue à mon cours sur Photoshop. À noter que la version de Photoshop que j'utilise, c'est Photoshop CC, version 2018. Si vous avez une version plus vieille ou plus récente, c'est possible qu'il y ait des petites différences. Je ne conseille pas que vous utilisiez une version plus vieille que 2016. Il risque d'avoir des différences un petit peu trop grandes. Donc, mon cours va se diviser en plusieurs parties. Ceci est la première partie. Tout d'abord, c'est quoi Photoshop? Je pense que tout le monde a entendu parler de Photoshop et tout le monde a déjà entendu le nom Photoshop à quelque part et tout le monde sait un peu à quoi ça sert Photoshop. On entend souvent l'expression photoshopper quelque chose. Mais en gros, Photoshop, c'est un logiciel d'imagerie et de conception graphique. Okay? C'est le plus utilisé dans l'industrie du graphisme et de la photographie. Donc, à peu près tous les graphistes qui existent sur la planète utilisent au moins en partie Photoshop et les photographes utilisent également Photoshop et peut-être d'autres logiciels également. Ça sert à ajuster, recadrer, retoucher, éliminer les objets des images ou restaurer des vieilles photos. Ça permet de jouer sur les couleurs, sur les effets et bien sûr pour transformer n'importe quelle image. Donc l'image qui est à droite ici, c'est une image qui a été faite dans Photoshop. Donc c'est le genre de truc qu'on peut faire avec ce logiciel. Par contre, je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de faire ce genre d'effet-là après mon cours. Ça va être après plusieurs années de pratique. Photoshop coûte présentement environ 10$ par mois pour Photoshop et Lightroom combinés. Lightroom qui est un logiciel complémentaire à Photoshop plus pour la photographie. Ou 20$ américains pour la suite Adobe au complet. Okay? Ça, c'est le prix étudiant. Donc, si vous êtes étudiant, vous avez droit à ces tarifs. Donc, je vous montre ici la page de Adobe CC. Présentement pour étudiants. Donc, étudiants et enseignants, 60% de rabais. Vous obtenez plus de 20 applications, dont Photoshop, Illustrator et InDesign, pour 20$ par mois américain. Le prix normal, c'est 52,99. C'est un bon rabais pour les étudiants. Je suis pas là pour vous le vendre, juste que vous sachiez combien ça coûte si jamais vous voulez vous le procurer afin de pouvoir pratiquer à la maison autant que vous voulez. Donc ça, c'est quelques-unes des applications qui sont incluses avec la suite. Il y en a plus. Vous avez... il y en a, regardez. Il y a Illustrator, donc Creative Cloud, Photoshop, Lightroom, Illustrator qui est pour faire du dessin, InDesign. C'est plus de mise en page pour faire de l'impression, genre des magazines, des choses comme ça. Vous risquez pas de vous en servir vraiment. Adobe XD, je sais pas c'est quoi. Fresco, plus ou moins, je connais plus ou moins. Premiere Rush, création de partage de vidéos en ligne. Premiere, qui est le logiciel, un gros logiciel pour faire du montage vidéo. After Effects, qui est compatible, qui est complémentaire à Premiere Pro pour faire des effets dans vos vidéos. Adobe Acrobat Pro pour faire des PDF plus poussés. Dreamweaver. Si jamais vous suivez mon prochain cours qui va être sur la création de sites web, j'utilise Dreamweaver. Alors, ne serait-ce que si vous voulez faire Photoshop et page web plus tard, ça vaut peut-être la peine de vous le procurer. Animate, anciennement connu sous le nom de Flash, vous connaissez sûrement le nom, donc les animations. Et plein d'autres trucs là, que je connais plus ou moins, que j'ai jamais utilisé. Voilà, vous pourrez l'explorer. Il y a beaucoup d'heures de plaisir là-dedans. Donc, fin de la parenthèse, on continue. Donc, dans ce cours-ci, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment faire une planification, comment prévoir, comment va se constituer notre montage photo. Ensuite, on va voir un petit peu l'interface de Photoshop. On va apprendre ensuite comment redimensionner une image, comment jouer avec les réglages de qualité. C'est quoi les calques et comment on utilise les calques? C'est un élément absolument essentiel de Photoshop. Comment faire une sélection, différentes méthodes de faire des sélections. Entre autres, comment faire une sélection aisée et précise dans des zones d'image, on va voir ça. La retouche d'image, les tracés.
comment appliquer des filtres, comment ajouter des textes et des formes, et finalement, on va voir différents effets de texte et des styles de calque. Bon, tout ça, il y a probablement beaucoup de choses là-dedans que ça vous dit absolument rien, mais d'ici la fin du cours, vous allez être un peu plus à l'aise avec ces termes-là. Donc, le cours s'établit à l'intérieur d'une situation qui est un voyage à New York. Alors, on va imaginer qu'on est des étudiants à l'école et qu'on veut faire une affiche pour promouvoir un voyage étudiant à New York. Le voyage aura lieu du 4 au 11 mai. Le coût reste encore à déterminer puisqu'il va dépendre des activités de financement qu'on va faire. Les gens qui sont intéressés devront s'adresser à Isabelle, qui est une prof de l'école, au local 402. Donc ça, c'est la situation dans laquelle s'insère mon cours. On va travailler différentes techniques de Photoshop, puis au final, on va créer l'affiche en question. Quand vous allez préparer votre maquette, en passant, c'est nécessaire. Hein? Ceux qui regardent présentement la vidéo dans le cadre du cours INF 50-75, qui va donner 2 unités de secondaire 5, c'est nécessaire pour l'examen de créer une maquette et de faire un peu une planification. Ça fait partie des points qui sont attribués à l'examen. Donc, ne sautez pas cette partie-là, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on va inclure dans une maquette? Donc, quelle information inclure dans l'affiche? C'est ce que je vais me poser comme question au départ. Qu'est-ce que je mets sur mon affiche? Quels éléments visuels est-ce que je voudrais inclure sur l'affiche? Donc, c'est quoi que je veux là, comme image sur mon affiche? Ensuite, on va faire un petit croquis à la main. Pas besoin d'être un grand artiste, là, pourvu que ça ressemble à peu près à quelque chose. Okay? C'est vous qui vous comprenez parce qu'en principe, la maquette est là pour vous. Donc ça, c'est une maquette que j'ai faite pour l'affiche de New York. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre mon titre en haut, Voyage à New York, avec la date. Je vais mettre des buildings de New York. Je vais mettre le pont de Brooklyn comme qui passe par-dessus. Et évidemment, je vais mettre la Statue de la Liberté en avant. En bas, je vais écrire comment contacter, qui contacter si on est intéressé. Donc, contacte Isabelle au local 402. Puis, je vais mettre une petite photo d'Isabelle ici pour ceux qui ne connaissent pas son nom, mais qui l'ont vu dans l'école. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Avant de commencer, c'est quelque chose du genre qu'il faut faire. Donc, découvrir Photoshop. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez téléchargé et décompressé les fichiers de la partie 1. On va avoir à les utiliser. Ok, maintenant, on va ouvrir Photoshop. Alors, si vous avez un raccourci sur votre bureau, l'icône de Photoshop ressemble à ça. Sinon, vous pouvez chercher dans votre menu démarrer ou vous pouvez faire une petite recherche si vous avez Windows 10, c'est assez rapide. Vous commencez à écrire Photoshop ici. Vous cliquez sur la loupe, vous commencez à écrire Photoshop, photo, puis là, boum, vous avez Photoshop qui apparaît en haut. Donc, on va ouvrir Photoshop. Donc, ceci est l'écran d'accueil. L'écran d'accueil qui vous propose différentes options. Donc, au départ, ici, au milieu, j'ai les derniers documents que j'ai ouverts. Vous n'avez rien de tout ça, probablement. Si vous avez déjà utilisé Photoshop, vous en aurez des différents des miens. Si vous n'avez jamais utilisé Photoshop, ça va être complètement vide. Vous avez le bouton « Ouvrir » à gauche ici et le bouton « Créer ». En passant, l'écran d'accueil, c'est possible que vous ne l'ayez pas. C'est possible que Photoshop ouvre directement avec un canevas vide. C'est pas grave, je vais vous montrer les deux manières. Alors, vous pouvez cliquer sur « Ouvrir » sur le bouton ici, ou sinon, vous faites « Fichier, ouvrir ». Les deux reviennent absolument au même. Donc, on va cliquer sur « Ouvrir ». Quand on clique sur « Ouvrir », on a notre explorateur de fichiers. Selon si vous êtes sur Mac ou sur Windows, il va être un peu différent, mais ça revient pas mal tout au même. On va aller dans le dossier de la partie 1 que vous avez téléchargé. Et on va ouvrir une image. Donc, on va ouvrir l'image qui s'appelle « Ouvrir image 1 ». Celui-ci, on clique dessus, puis on fait « Ouvrir ». Alors voilà, maintenant il est ouvert. OK? Je vais le fermer, je vais vous montrer un autre truc. Si je veux ouvrir deux images en même temps, je clique sur « Ouvrir » ici, puis là, je clique sur « Ouvrir image » et j'appuie sur la touche « CTRL » de mon clavier et je clique sur « Ouvrir image 2 ». Et là, je fais « Ouvrir ».
Alors, quand j'ouvre deux images en même temps, mes deux images s'ouvrent dans deux onglets différents en haut. Vous voyez, deux onglets, c'est ma première image et ceci est ma deuxième image. On va garder les deux documents ouverts, mais on va créer un nouveau document. Donc, pour créer un nouveau document, à partir d'ici, vous faites Fichier, Nouveau. Et là, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Donc, la fenêtre a plusieurs options. Vous avez des formats d'images prédéfinis qui apparaissent ici, ou ceux que vous avez récemment utilisés. Et vous avez ici des catégories d'images. Donc, vous avez photos, impressions, illustrations, web, mobile, films et vidéos. Ce sont toutes des dimensions d'images qui sont plus appropriées à ces catégories-là. Donc, on va cliquer sur Photo. Et on va choisir une photo 10 cm, une photo 15 cm par 10 cm. OK? Si votre système est en pouces, ça va probablement être écrit 6 par 4 ou 4 par 6. Donc, on clique sur paysage 15 par 10. Remarquez le panneau de droite ici. Le panneau de droite nous permet de modifier si ce n'est pas exactement ça qu'on veut. OK? Donc, je pourrais décider que c'est 12 par 10, etc. OK? Je pourrais changer l'orientation. Donc, la mettre en 10 par 15 au lieu de 15 par 10. Je pourrais changer ma résolution. Je ne le ferai pas maintenant. On verra plus tard c'est quoi une résolution. Donc, là, finalement, j'ai rien touché. Là, j'ai laissé ça tel quel et je clique sur Créer. Et là, j'ai une image vide qui apparaît dans les dimensions et la résolution que j'avais choisie. Maintenant, on va fermer toutes les images. Je vais ouvrir l'image qui s'appelle Interface. Donc, on va cliquer sur Ouvrir. Interface. Et je fais Ouvrir. Regardons le volet de droite ici. Là. Vous avez différents onglets qui représentent plusieurs manipulations qu'on voudrait pouvoir faire dans Photoshop. Ça, c'est les panneaux qui sont visibles par défaut selon l'espace de travail que vous avez déterminé. Vous pouvez afficher ou cacher les panneaux avec le menu Fenêtre. Okay? Donc, si je clique sur Fenêtre ici, je vois que Calque est coché, Nuancier est coché, Options, Outils sont cochés. Ce sont des panneaux que j'ai d'ouvert ici. S'il y avait un panneau qui n'était pas coché que je voudrais pouvoir montrer, je pourrais simplement le sélectionner. Donc, par exemple, je sais pas moi, Information. Je clique dessus, puis là, j'ai Information. Puis Photoshop est complètement personnalisable. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec les onglets. Vous pouvez l'avoir dans le panneau de gauche ici. Vous pouvez le prendre et le mettre dans l'espace ici également. Donc, vous pouvez le prendre, le mettre au milieu. Vous pouvez le prendre, vous pouvez le mettre comme un petit icône ici. Quand vous cliquez dessus, il apparaît. Ça, c'est votre panneau de droite. On va voir ces différents panneaux-là plus tard. Là, simplement, vous indiquez que ça, ce sont les panneaux de travail. Remarquez le panneau d'outils à gauche ici. Donc, complètement à gauche, c'est les outils de travail que on va voir en détail plus tard dans le cours. Mais sachez que ici, c'est différents outils. Donc, pinceau, main, efface, différentes choses dont vous aurez besoin quand vous travaillez. En haut, c'est le menu Options. OK? Donc, c'est les options d'outils. Ces options-là changent selon ce que vous avez de sélectionner comme outil. Donc, présentement, j'ai l'outil Déplacement. Alors, ce sont des options qui me permettent de me déplacer. Si je sélectionne l'outil Sélection ici, là, mes options d'outils ont changé. Si je sélectionne du texte, mes options d'outils ont changé également. Donc, les options d'outils, ce sont vraiment des options qui changent selon l'outil que vous avez de sélectionner. Vous pouvez maintenant fermer cette image-là. Donc, pour la fermer, on appuie sur le X ici sur l'onglet. On va maintenant ouvrir l'image qui s'appelle Zoom. Donc, on fait Ouvrir ou Fichier, Ouvrir. Dans les deux cas, ça fonctionne. Et on sélectionne l'image qui s'appelle Zoom et on fait Ouvrir. Donc, pour zoomer une image, cette image-ci, elle est plus grande que telle qu'elle est affichée. On voit ici dans l'onglet
qu'elle est affichée à 25% de sa pleine grandeur. Donc, on peut zoomer ou dézoomer sur l'image. Pour zoomer, donc, dépendamment de l'outil que vous avez de sélectionner, par défaut, vous avez probablement l'outil déplacer de sélectionner. Allez dans la barre d'outils, en bas, cliquez sur la loupe. Ça, c'est l'outil zoom. Donc, quand vous cliquez sur l'outil zoom, vous avez une loupe avec un plus qui est affiché comme curseur. Alors, pour zoomer, vous avez juste à cliquer. Puis, à chaque fois que vous cliquez, vous zoomez davantage. Pour dézoomer, donc pour reculer dans Zoom, en haut dans les options de l'outil Zoom, vous avez le moins ici. Donc, cliquez sur la loupe avec un moins. Et là, votre curseur change pour une loupe avec un moins. Alors, vous cliquez pour dézoomer. Maintenant, on n'a pas besoin de toujours aller dans la barre d'options en haut pour alterner entre le plus et le moins. Cliquez sur la flèche plus. Votre curseur devrait avoir une loupe avec un plus. Et si vous appuyez, donc si je zoome, donc je fais plus, 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 je zoome. Et si j'appuie sur la touche Alt sur mon clavier, et c'est la touche Option sur un Mac. Alors, sur Windows, c'est la touche Alt et sur un Macintosh, c'est la touche Option, je crois bien. Donc, j'appuie sur la touche Alt et on voit que mon curseur change de loupe entre le plus et le moins. Donc, je garde la touche Alt enfoncée et maintenant ma loupe est un moins. Et je clique, je relâche et j'ai un plus. J'appuie sur la touche Alt et j'ai un moins. Donc, on peut alterner entre le plus et le moins en appuyant sur la touche Alt. Une autre manière de zoomer, c'est de cliquer avec la loupe et de glisser vers la droite. Donc, quand je glisse vers la droite, ça me permet de zoomer autant que je veux. Donc, je peux zoomer jusqu'au pixel en glissant vers la droite et je glisse vers la gauche pour dézoomer. Alors, même si j'ai le zoom plus, il suffit de cliquer avec la souris et de glisser vers la droite pour zoomer et de cliquer vers la gauche pour dézoomer. Vous pouvez aussi garder le bouton de la souris enfoncé et là, vous allez zoomer jusqu'à tant que vous relâchiez la souris. Mais c'est un peu plus lent. Aller vers la gauche ou vers la droite, c'est plus rapide comme zoom. Quand vous avez l'outil Zoom de sélectionner, vous avez d'autres options en haut dans la barre d'options. Le bouton 100% sert à afficher l'image à sa pleine grandeur. Donc, je clique sur le 100% et là, j'ai l'image telle qu'elle est sa taille réelle. J'ai le bouton adapté à l'écran qui va réduire l'image pour remplir l'écran. Donc, quand j'ai appuyé sur adapter à l'écran et je vois toute l'image au complet dans tout l'espace qui est disponible dans mon écran. On va garder l'image affichée à 100%, donc je vais recliquer sur le 100%. Et je vais vous montrer l'outil panoramique. Donc, en haut de l'outil Zoom, j'ai l'outil main ici. L'outil main, c'est l'outil panoramique. Okay? Ça me permet, donc je clique sur la main, et ça me permet de déplacer mon image en haut, en bas, et de droite à gauche. OK? Donc, je peux zoomer et avec la main, me déplacer pour voir différentes parties de l'image. Je vais cliquer sur Adapter à l'écran. Et pour basculer entre Zoom et Panoramique rapidement, il y a une touche de clavier qui est pratique. Donc, je vais resélectionner l'outil Zoom et je vais zoomer beaucoup. Donc, je vais faire un zoom assez prononcé. Et pour aller sur l'outil main, sans avoir à cliquer sur la main, j'appuie sur la barre d'espace de mon clavier. En appuyant sur la barre d'espace, regardez, j'appuie sur la barre d'espace et mon curseur se change en main. J'appuie sur la barre d'espace et ça me permet de rapidement passer d'une partie de l'image à l'autre. Okay? Donc, je clique vers la gauche pour dézoomer, j'appuie sur la main pour me déplacer
je zoome, j'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer. Je dézoome. OK? Donc, la barre d'espace, c'est une manière rapide, sans avoir à changer d'outil, de se déplacer dans l'image. Je vais maintenant sélectionner le pinceau. Donc, le pinceau, c'est cet outil ici. OK? C'est l'outil pinceau. Donc, en cliquant sur l'outil pinceau, maintenant, j'ai mon curseur, c'est un pinceau. Mais on ne va pas peinturer. Je veux juste vous montrer que à partir de n'importe quel outil qu'on a sélectionné, dont l'outil pinceau, je peux rapidement et facilement accéder à mon zoom et à mon panoramique. Alors, je peux appuyer sur CTRL plus sur mon clavier pour zoomer et CTRL- pour dézoomer. Et j'ai toujours l'option d'appuyer sur la barre d'espace pour faire mon panoramique. Mais une manière que je préfère pour zoomer et dézoomer, peu importe l'outil que vous avez sélectionné, incluant le pinceau, c'est d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier, donc Option pour un Mac, donc la touche Alt de votre clavier sur un Windows et la touche Option sur un Mac. J'appuie sur Alt et si vous avez une souris avec une roulette, vous glissez la roulette vers l'avant pour zoomer et vous glissez la roulette vers l'arrière pour dézoomer. Donc, c'est une manière rapide de zoomer et dézoomer, peu importe l'outil que vous avez sélectionné. Là, j'ai mon pinceau. J'appuie sur Alt. Avec ma roulette, je zoome, je dézoome et j'utilise la barre d'espace pour me déplacer avec le panoramique. OK? Ça, c'est pour l'outil zoom et le panoramique. Vous pouvez fermer l'image. On va maintenant ouvrir l'image défaire. Donc, ouvrir. Et je choisis l'image qui s'appelle défaire. Je clique sur ouvrir. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut annuler une opération quand on s'est trompé. Donc, on va prendre le pinceau. Donc, sélectionnez l'outil pinceau. Et choisissez une épaisseur ici dans la barre d'options. Donc, je peux augmenter l'épaisseur pour mieux voir mon pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau de 100 pixels. On voit la grosseur, là, le cercle correspond à la grosseur de mon pinceau. À droite, ici, j'ai mon nuancier. C'est là que je peux choisir des couleurs. Alors, je vais choisir une couleur. Mettons, je vais prendre le bleu. Et je vais tracer un coup de pinceau. Alors là, je viens de tracer un coup de pinceau. Je vais répéter une couple d'autres fois avec une autre couleur. Donc, je vais choisir un rose. Je vais mettre un autre coup de pinceau. Je vais mettre un vert. Je vais mettre un autre coup de pinceau. Je vais mettre un jaune. Je vais mettre un autre coup de pinceau. OK? Donc, je viens de donner des coups de pinceau. Puis, finalement, j'ai changé d'idée. Je ne veux pas mon coup de pinceau. Alors, on connaît le raccourci clavier CTRL-Z qu'on utilise dans Windows très souvent. Donc, je vais faire CTRL-Z. Puis là, j'efface mon coup de pinceau jaune. Je vais faire CTRL-Z encore pour effacer mon coup de pinceau vert. Mais là, c'est mon coup de pinceau jaune qui revient. Qu'est-ce qui se passe? Je fais CTRL-Z, mon coup de pinceau jaune disparaît. CTRL-Z, il revient. Ça, c'est parce que dans Photoshop, le CTRL-Z, on peut juste le faire une fois. Okay? On ne peut pas revenir plusieurs fois en arrière avec CTRL-Z ou avec annuler l'opération. Okay? Comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière plusieurs fois? Il y a le panneau historique. Donc, ici, dans la barre des panneaux, je vais cliquer sur celui-ci, c'est le panneau historique. Quand j'affiche mon panneau historique, je vois toutes les opérations que j'ai faites depuis que j'ai ouvert le document. Il y a un maximum peut-être de 25 ou 50 opérations, mais c'est rare que j'ai à revenir aussi loin que ça en arrière. Fait que je sais pas exactement le nombre là. Mais il y a une limite, mais je sais plus c'est quoi. Donc, une fois mon panneau historique d'ouvert, je vais tracer un autre coup de pinceau. Donc, je vais choisir une autre couleur. Disons que je prends le orange. Là, je trace un coup de pinceau, puis quand je trace mon coup de pinceau, regardez le panneau historique en haut. Donc, hop, il y a un autre coup de pinceau qui vient d'apparaître. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 coups de pinceau, puis effectivement, j'ai 5 coups de pinceau sur mon image.
Je vais prendre mon efface, c'est l'outil gomme. OK? L'outil gomme, c'est celui-ci. OK? L'outil gomme me permet d'effacer une partie de l'image. Donc, disons que je vais effacer ça ici. Alors là, je viens d'effacer, mais j'ai pas juste effacé mon coup de pinceau, j'ai effacé mon image aussi. Là, si vous regardez mon historique, j'ai pinceau, 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 puis gomme. Alors, je vois vraiment toutes les opérations que je fais sur mon image dans mon historique. Je peux cliquer sur les différentes étapes de mon historique pour revenir en arrière. Donc, si je clique sur pinceau avant gomme, ma gomme disparaît. Puis on voit qu'elle est en gris ici, comme quoi elle a été annulée. Je vais revenir en arrière plus. Donc là, je suis revenu en arrière, 2-3 coups en arrière, puis là, je vois juste 3 coups de pinceau. Je vais revenir à mon premier coup de pinceau, puis là, je vois juste mon bleu, parce que je vois juste un seul pinceau. OK? Donc, à partir du moment où je suis revenu en arrière, je peux toujours changer d'idée, puis revenir par en avant, tant que je ne fais pas quelque chose. OK? Donc, je vais cliquer sur mon premier coup de pinceau, puis remarquez maintenant, je vais faire autre chose. Par exemple, je vais refaire un coup d'efface ici. Donc, je vais effacer cette partie-là de l'image. Et là, remarquez maintenant, pinceau, gomme, et tout ce que j'avais comme historique avant est parti. OK? Je ne peux pas récupérer l'historique que j'avais avant dès le moment où je reviens en arrière et je fais autre chose. Également, l'historique ne se sauvegarde pas avec le document. Donc, dès que vous fermez le document, tout le panneau historique disparaît. Alors, vous pouvez fermer l'image. Pas besoin de l'enregistrer. OK, on va maintenant ouvrir l'image enregistrée. Donc, ouvrir, enregistrer. C'est un document Photoshop. On va l'ouvrir. Donc, on voit ici une image, puis il y a comme 2 photos sur l'image. Donc, on va sélectionner l'outil déplacement, ici. Et on va déplacer la petite image. Donc, on va juste cliquer sur la petite image et on va la déplacer, disons, ici. Maintenant, on va l'enregistrer. Donc, on va faire Fichier. On va faire Enregistrer sous. Et là, quand vous cliquez sur Type, par défaut, il est à Photoshop. OK? Donc, quand vous cliquez sur Type, vous voyez plein de différents formats d'images qu'on peut utiliser pour enregistrer notre image. Les principales qui sont plus souvent utilisées, c'est évidemment le format Photoshop, le format JPEG, le format GIF et le format PNG. Donc, je vais juste faire annuler ici. Donc, les différences, c'est quoi? Le format PSD, c'est le format Photoshop. Donc, c'est quand vous faites toutes vos opérations dans Photoshop, ça va sauvegarder votre document Photoshop tel que vous le voyez dans Photoshop. Avec tous les calques et tous les effets et tout ce que vous faites dans votre document Photoshop est sauvegardé quand vous le sauvegardez en format Photoshop. Alors, c'est toujours bon de conserver votre document Photoshop original et de le sauvegarder par la suite dans un autre format. Okay? Un autre format, c'est le format GIF ou GIF. Bon, il y a un débat sur comment on prononce ce mot-là. Moi, j'ai tendance à dire GIF, mais il y a beaucoup de gens qui disent GIF. Donc, ce format-là est limité à 256 couleurs. Il peut être animé. Hein, vous avez tous vu sur Facebook et autres des différents GIFs. C'est idéal pour des dessins avec un nombre limité de couleurs. Donc, si vous utilisez si vous avez une image qui est un dessin et qu'il n'y a pas trop de couleurs dedans, c'est un format qui est tout à fait acceptable. Par contre, pour les photos qui ont beaucoup de couleurs, vous risquez d'avoir beaucoup de pixels dans votre image. Le format JPEG. Le format JPEG, un autre format très utilisé. C'est idéal pour la photo. On peut avoir différentes options de compression dans un JPEG parce que c'est un format d'image compressé.
Si vous le compressez trop, vous risquez de perdre la qualité dans votre image. Il va devenir plus flou. Mais si vous le compressez pas ou peu, la qualité du JPEG est souvent excellente. Il y a le format PNG, qui est une compression de meilleure qualité que le JPEG. Donc c'est un format qui n'est pas beaucoup utilisé, mais que j'aime bien personnellement. Un autre avantage du PNG, surtout si vous travaillez sur le web, c'est que le PNG peut avoir de la transparence. C'est-à-dire que vous pouvez déterminer une zone de l'image qui est transparente, de sorte que quand vous allez l'incorporer à l'intérieur de votre document, que ce soit une page web ou un document Word par exemple, vous allez pouvoir voir à travers l'image dans les zones transparentes. Donc on va les tester. On va essayer de sauvegarder cette image-là dans les 3 formats d'image, GIF ou GIF, JPEG et PNG. Donc on va faire fichier, enregistrer sous, et on va choisir l'option GIF pour commencer. Donc CompuServe GIF ici. On va garder le nom enregistré. On va le sauvegarder dans la partie 1 de Photoshop. On fait enregistrer. Là, quand je fais enregistrer ici, on me demande de fusionner les calques. Oui, j'ai pas le choix parce qu'un GIF ne peut pas avoir de calque. Donc, j'ai l'option ici pour mon GIF. Alors, la palette locale sélective, généralement, vous gardez ça toujours comme ça. Ça va prendre les 256 couleurs les plus utilisées de votre image. Généralement, c'est rare qu'on va avoir à toucher à ça. Maintenant, le nombre de couleurs 256, c'est le maximum. Vous pouvez réduire le nombre de couleurs. Évidemment, vous allez perdre de la qualité. Mais votre image va être plus petite, moins lourde. Transparence, vous pouvez aussi avoir de la transparence dans un GIF, mais contrairement à un PNG, un GIF, il y a juste une seule couleur qui est transparente. Et vous n'utilisez pas de transparence donc. L'aperçu ici, quand vous cochez aperçu, ça vous donne un aperçu de l'image telle qu'elle va être sauvegardée présentement. Okay? Donc, si vous regardez le coin ici, on voit de la pixelisation. On voit que mon image ici, j'ai des tons de jaune ici qui disparaissent. OK? Ça, c'est parce que j'ai un nombre limité de couleurs. Je vais faire OK. Et là, mon image a été enregistrée en format GIF. OK, ici, Photoshop me donne une autre option. Il me demande est-ce que je le veux entrelacé ou normal. Vous pouvez le mettre normal. Alors là, mon image est enregistrée. Donc, je vais rouvrir mon image GIF ici. Je fais ouvrir, puis je vais aller la rechercher. Puis là, vous allez pouvoir voir. Ça, c'est mon GIF, puis ça, c'est mon original. Donc, si je passe de l'un à l'autre, là, vous voyez les différences dans les couleurs. OK? Donc, vous voyez ici mon mur, les différentes teintes du mur. Regardez la fleur ici. Donc, je retourne sur mon PSD. On va l'enregistrer dans un autre format, par exemple le format JPEG. Donc, je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Et cette fois-ci, je vais choisir JPEG, celui-là, pas le JPEG 2000, le JPEG normal. Donc, JPEG. Je fais Enregistrer. Et là, j'ai d'autres options. OK, j'ai ma qualité ici. OK, donc je peux réduire la qualité, je peux l'augmenter la qualité. Plus la qualité est élevée, comme j'ai dit, meilleure va être votre qualité, mais plus lourde va être votre image. OK, par exemple, ici, on voit que mon image va faire 1 meg. Si je diminue la qualité, mon image ne fait que 105K. OK, donc 10 fois moins. Il y a 1000K dans 1 meg. OK, donc 100K, c'est 10 fois moins que 1000K. Donc, mon image est 10 fois plus petite en poids que si je la mets dans la bonne meilleure qualité. Donc, ici, j'ai un aperçu en direct. Donc, ça, c'est à la meilleure qualité. Vous regardez mon image ici. C'est très beau. On ne voit pas vraiment de différence. Si je le réduis, on voit un peu, surtout si je zoomais, là, on voit des grands défauts au niveau de la qualité de l'image. Donc, on va en sauvegarder deux versions, puis on va les comparer. Donc, je vais faire qualité 12, je vais faire OK. Là, je l'ai enregistré. On va le faire une deuxième fois. Enregistrer sous. Je vais choisir JPEG. Je vais l'appeler enregistrer 2. Et je fais enregistrer.
Dans mes options, cette fois-ci, je vais choisir la qualité 1. Et je fais OK. OK, on va les ouvrir. Fichier, ouvrir. Alors là, je vais aller chercher mes deux images, mes deux JPEG. Je vais sélectionner seulement JPEG pour voir que les JPEG. Sinon, je vais mélanger mes formats. Donc, enregistrer. J'appuie sur CTRL, enregistrer 2 pour ouvrir les deux. OK. Donc, ça ici, c'est mon JPEG de bonne qualité. Et ça, c'est mon JPEG de mauvaise qualité. Regardez la fleur ici. OK. La mauvaise qualité est plus floue. On va zoomer un peu. Vous allez voir. Donc là, je zoome à 190%. OK, je vais me concentrer peut-être sur la fleur. Regardez les contours du panier ici. Regardez la fleur. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais zoomer. Donc, si on compare les deux. OK? Ça, c'est avec peu de compression, qualité 12. Et ça, c'est avec beaucoup de compression, qualité 1. OK? Il y a une grande différence au niveau de la qualité. Je vais le zoomer un peu plus juste pour que vous voyez que c'est pas à cause du zoom que la qualité se perd. Donc, dans les deux cas ici, là, il y a une grande différence. Donc, si vous utilisez un JPEG, le format JPEG, vous pouvez le compresser, mais essayez de trouver un milieu entre la bonne qualité et le poids. Okay? Parce que des fois, si on n'utilise pas de compression du tout, l'image peut être un peu lourde, surtout si on veut la mettre sur Internet ou l'envoyer par courriel. Ça va prendre, si vous l'envoyez par exemple avec votre cellulaire ou à quelqu'un qui a un cellulaire, ça va utiliser beaucoup de données si vous ne compressez pas l'image. Dernier format, c'est le format PNG. Donc, on va faire enregistrer sous format PNG. Je vais l'appeler enregistrer. Et ça, c'est les options qu'on me demande. Donc, taille du fichier, fichier volumineux, enregistrement plus rapide, taille de fichier moyenne ou taille de fichier minimale. On va le mettre en moyen et on va faire OK. OK, donc je vais aller ouvrir mon PNG. Donc, je vais sélectionner les PNG. Je vais ouvrir mon enregistrer. Et là, ici, vous voyez que mon PNG, la qualité est encore excellente. OK? Malgré que j'ai utilisé une compression moyenne. OK? Une qualité moyenne. La transparence, donc je vais fermer ça. La transparence du PNG, je vais vous montrer. Je vais utiliser ma gomme ici. Je vais faire un trou dans mon image. On y reviendra sur les calques après. Donc ici, je vais utiliser la gomme pour mettre une partie de mon image transparente. OK. Puis c'est pas nécessairement pour être joli, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Alors ici, maintenant, je fais fichier, enregistrer sous. Je vais le sauvegarder en PNG. Je vais l'appeler enregistrer 2. Moyen, c'est correct. Et je vais l'ouvrir. Alors, en format PNG, je vais aller chercher mon enregistrer 2. Je vais l'ouvrir. Et ça, c'est mon PNG, OK? C'est pas un PSD. Alors, vous voyez qu'il a gardé la transparence. OK, le damier ici, là, ça indique de la transparence. Si vous mettiez ce document-là dans Word, par exemple, vous pourriez voir votre texte en arrière dans la partie transparente. Admettons que vous mettiez votre image par-dessus le texte. OK? Donc, ça, c'est pour les différents formats d'images quand on enregistre. Donc, pour conclure, vous conservez toujours votre fichier PSD original. Vous le gardez en archive à quelque part. Si vous n'avez pas de place sur votre ordinateur, mettez-le sur un CD, mettez-le à quelque part. Parce que si jamais vous voulez modifier votre image,
c'est toujours bon de pouvoir retourner dans le PSD pour le modifier. Une fois qu'il a été sauvegardé en JPEG ou en d'autres formats, vous pouvez toujours le modifier, mais vous n'aurez plus vos calques, alors ça va être difficile de pouvoir déplacer ou de modifier différents éléments de votre image. Le format GIF, eh bien, si vous voulez faire des animations, là, ça ne fait pas partie du cours ici, là, pour vous montrer comment faire une animation, mais le format GIF est bon pour faire des animations. Sinon, je vois pas vraiment beaucoup d'utilité à utiliser le format GIF. Le format JPEG est bon, c'est un bon format pour enregistrer en étant modéré dans la compression, surtout si vous voulez que votre image soit plus petite. Le format PNG est l'idéal, est un peu plus lourd que le JPEG de règle générale, mais la qualité est meilleure. Alors, c'est ça. Vous pouvez fermer votre image.